Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir 5 plantes qui te permettent de pouvoir avoir de la nourriture quoi qu'il arrive. Quand je dis quoi qu'il arrive, ça veut dire que même si tu es un piètre jardinier ou comme souvent il est dit, j'ai pas la main verte, tu sais, bon, bien que pour moi l'histoire de main verte n'est vraiment pas quelque chose qui fait partie d'un don, mais plutôt d'un apprentissage. Ou parce que on manque de temps, ou tout simplement parce qu'on veut une certaine abondance, une certaine densité, et que l'on est, on n'a pas envie de passer ses journées dans un jardin, mais ce qu'on veut, c'est avoir à bouffer quoi qu'il arrive, rentrant en considération dans un principe dans lequel éventuellement on aurait, je sais pas, des pénuries, un effondrement, quoi sais-je encore, tu comprends un petit peu. 5 plantes qui permettent de pouvoir faire ça. En attendant, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, on va y venir dans un instant, et puis aussi dans la description qui est juste en dessous, je t'ai mis un lien qui permet de pouvoir rejoindre ma liste privée sur laquelle je te donne chaque jour un audio sur lequel je te livre pas mal d'éléments techniques, essentiellement techniques, et puis aussi des emails, et puis aussi donc écrits, mais aussi des vidéos, enfin bref, pas mal de choses. Et puis il y a aussi mon Telegram sur lequel je partage le quotidien, puisqu'actuellement je suis chez moi dans ma maison autonome. Voilà un petit peu, là tu es dans mon jardin que j'ai installé, dont j'ai préparé les choses pour l'hiver, avec quelques légumes, essentiellement des choux, des laitues d'hiver, et des chicorées, caroles et frisées. Voilà, comme ça moi tu sais ce que j'ai installé pour cet hiver. Alors 5 légumes. Le tout premier que je te propose, c'est les rutabagas, parce que tout simplement la rutabaga est par définition, j'ai une invitée qui ne peut pas se passer de moi, la rutabaga tout simplement parce que c'est un légume que tu mets en terre, c'est une racine, tout simplement un tubercule, que tu mets en terre et tu l'oublies, tu n'as rien à faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le truc qui va te nécessairement devoir s'en inquiéter, être dessus, se demander si ça fonctionne ou pas. Tu sais, c'est un des gros problèmes que l'on a au potager. Il y a certaines plantes qu'on peut installer comme ça, on ne s'en occupe pas, puis ça fonctionne, tu vois, puis on n'a rien à faire. Puis il y en a d'autres, tu les mets, ça disparaît, tu les mets, ça disparaît. Enfin, tu vois un petit peu, puis ça demande du temps. Alors, j'ai passé du temps sur des forums à poser des questions, à demander pourquoi ça ne fonctionne pas. Tu reçois en règle générale, tu sais de quoi je parle certainement, des tonnes et des tonnes de réponses, toutes aussi différentes les unes que les autres, c'est assez étrange d'ailleurs. Ce qui t'aide pas en fait, voilà, complètement. Donc voilà. Là au moins, la rutabaga, t'es pas emmerdé, ça te permet de pouvoir avoir de la bouffe quand même en grande quantité. Et puis en plus, si tu en oublies dans la terre, si tu en oublies d'en récolter, t'inquiète pas, ça va repartir l'année suivante, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un truc assez perpétuel, qui pousse dans un coin, et qui en plus, si tu veux, dans des principes où on se dit ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on vienne me piller mon jardin? Tu sais qu'il y a beaucoup de jardiniers qui ont un peu cette inquiétude là. Moi je ne l'ai pas forcément, mais j'entends qu'il y en a qui peuvent l'avoir. La rutabaga, il faut savoir à quoi ça ressemble. Enfin, tu vois, d'apparence comme ça ressemble plutôt à une mauvaise herbe. Donc bon, c'est pas le truc, tu comprends, qu'on va aller choper. En plus, le nom, il fait penser à un passé qu'on préférerait oublier et qui a peut-être tendance à revenir d'ailleurs. Ça passionne pas, tu vois. La tomate, ça passionne. La rutabaga, ça passionne moins, tu comprends. Donc, c'est un truc que tu mets en quantité. Après, encore une fois, je sais, peut-être dans les commentaires, vous me direz, mais ouais, Denis, t'es gentil, mais t'as déjà bouffé des rutabaga? Mais bien sûr, j'en ai, j'en fais. Et oui, je vais pas te la raconter. Effectivement, c'est pas le truc que je raffole, c'est pas le truc que je vais précipiter. Néanmoins, j'en ai et j'en cuisine. Et le cas échéant, si jamais je suis dans le besoin financier ou que sais-je, j'ai quand même ça à bouffer. Et mine de rien, entre bouffer de rutabaga et rien, t'as compris. La deuxième chose que je te propose comme plante, c'est qu'une plante qui est qui devient très rapidement abondante, et surtout, je pense que c'est là où est tout l'intérêt, c'est qui est abondante à l'année. T'en as tout le temps, même quand il neige. Alors elle va plus pousser, mais par contre encore présente, c'est ce qu'on appelle le chou d'Auberton. Tu as aussi le crabe maritime, que visiblement la même variété, hormis que l'une et l'autre peut-être ne poussera pas forcément toutes dans les mêmes régions. J'ai ma chienne, comme elle va se balader, le jardin est assez grand en définitive, peut-être que tu vois pas bien. Je fais une aparté, elle est blindée de puces, un truc de fou, quoi. Donc elle se met à côté de moi pour que je lui enlève ses puces, un petit peu comme un petit chimpanzé, il fait avec sa maman. Que je fais avec un grand plaisir à épouiller comme ça, je trouve que c'est quelque
chose d'assez... Mais c'est ça, hein, tu vois, l'autonomie, c'est ça aussi, hein, voilà. Enlever les puces de ton chien. Et oui, je suis à la campagne, hein, je ne suis pas en ville. En ville, on a les rats, à la campagne, on a les puces. Voilà un petit peu. Le chou de Berton, franchement, c'est hyper simple. En plus, tu peux bouturer ça très facilement. Tu coupes des bouts, tu les mets en terre, enfin, et ça repart. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est une plante, tu en achètes, allez, 2 pieds, tu les boutures, et t'es parti, tu en as une vingtaine, tu fais des rangs entiers. C'est ce que je suis en train de mettre en place. Je vais te dire, tu as à bouffer, mais non-stop, quoi. Non-stop. Ça se cuisine comme un chou, tout simplement, les feuilles. Voilà, l'intérêt, c'est quand même de diversifier quand même les choses. Mais bon, tu en as tout le temps, quoi qu'il arrive. Donc, et c'est moyennement sensible. Si c'est sensible à la pierride, c'est pas forcément le cas partout. Mais si ça l'est, mets un filet anti-insecte, puis comme ça, tu as résolu le souci. Mais voilà, franchement, c'est le truc qui est tout con. Ensuite, un autre légume qui est présent, pareil, tout le temps. Et après, ça va dépendre des régions. Il y a peut-être des régions où ça va disparaître pendant quelques mois, mais mine de rien, ça va quand même voilà, être présent comme sur un large panel. Et puis il y a des régions où c'est présent à l'année, c'est l'ortie. L'ortie, c'est quand même une plante relativement abondante, qui est extrêmement comestible et en plus qui contient un taux de protéines assez intéressant. Et puis d'autres vitamines aussi qui sont loin d'être inintéressantes en termes d'apport nutritionnel. Donc c'est une plante que je recommande pas mal. Encore une fois, oui, je sais, c'est pas le truc auquel on se jette, mais mine de rien, tu en trouves partout. Tu peux parfaitement prévoir un coin dans ton jardin dans lequel tu la cultives. Pour savoir si ça va fonctionner, installe des petites racines d'ortie un peu partout. Comme ça, tu vois quel est l'endroit où elle se plaira. Généralement, c'est mi-ombre, je te donne l'info, avec une terre quand même qui va être assez, voilà, malgré tout comme humide. Dans un terrain sec, tu n'en auras pas, c'est pas possible, d'accord. Voilà un peu, puis c'est tout, quoi, pas plus, pas moins. C'est une plante assez rustique, donc tu ne merdes pas avec ouais, mais il faut un terrain, faut vraiment bien azoter. Pas forcément, je me suis rendu compte qu'en définitive, elle pousse même dans des endroits où le taux de matière organique n'est pas forcément hyper intéressante, et pourtant elle est là. Enfin bon, bref, c'est trop rustique, tu comprends, pour être s'emmerder avec ça. Mais c'est présent tout le temps, ça se marie dans plein de trucs, tu peux les faire en feuilles, tu peux les broyer, tu peux en faire de la soupe, tu en fais un peu ce que tu veux. Tu la cuis bien entendu, il y a un moyen d'enlever les poils urticants assez facilement. Bon. Moi je la mange crue comme ça, mais je passe les feuilles à la main pour enlever les poils urticants. Forcément pas le faire ça, il y a un sens pour le faire, si tu veux un mauvais sens, tu te piques, de toute façon tu t'en rends compte rapidement. Donc quand tu te piques, bah, tu changes de sens. Puis si tu te piques, tu prends des feuilles de plantain, puis tu vas vite enlever le bazar. Enfin, c'est pas compliqué, c'est ce que je veux dire. Je te file pas des recettes et tout ça, enfin, c'est pas ce qui manque, tu vois, sur le web, les recettes de soupe d'ortie, de machin, de plat. Enfin, si tu vas sur Google, tu vas vite trouver des recettes intéressantes. Puis à mon avis, si tu cuisines un peu, tu vas vite trouver aussi des recettes qui correspondent et qui sont vachement sympas aussi à faire. Mais ça, c'est un autre légume qui est super. Ensuite, moi l'idée c'est comme des trucs, tu vois, qui sont à l'année, quoi, que tu trouves assez facilement ou alors à des périodes bien précises. Là, la rutabaga, c'est quelque chose que tu vas récolter, tu mets ça en terre autour de... Tu reviens un petit peu en arrière, autour d'avril, et tu récoltes ça, voilà, un petit peu avant l'hiver, voilà, c'est à peu près là, cette période-là que tu vas le poire. Un peu comme la pomme de terre, en fait, c'est la même période que la pomme de terre, je cherche pas trop. Voilà un petit peu. Et puis, qu'est-ce que je voulais te dire, en même temps, sur l'automne, élément intéressant, surtout si tu es près d'une forêt, c'est tout ce qui va être noix. Donc les noix, les noisettes, les glands des chênes. Après ça se prépare, attention, ça se mange pas cru parce que les châtaignes, tu vois, toutes ces choses-là qui généralement, selon les régions, moi je suis entouré de forêts de chênes et de châtaigniers, donc j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Ce qui fait que j'en ai énormément. Et là autour de moi, tu ne le vois pas, c'est à l'inverse, parce que tiens la caméra, j'ai tout un rang de noisetiers. Derrière tu le vois. Il est juste derrière, j'en ai encore un ici, voilà. Bon, là, le gros que tu vois, c'est un cerisier. Donc des noisetiers, j'en ai un peu partout, où tous les hivers, il y a des noisettes qui tombent. Moi, je ne les consomme pas, j'en récupère, mais je ne les consomme pas parce que j'en suis allergique. Mais sinon, les châtaignes, j'en prends, voilà, les châtaignes, j'en prends. Et puis les noix, il y a le noyer du voisin, il m'en file toujours. Cette année, par contre, c'est pourri, il n'y a quasi pas de noix. Par contre, j'ai quand même pas mal de noisettes. D'où l'intérêt de diversifier aussi, tu vois, au niveau des noix, de ne pas avoir que des noisetiers, parce que si tu as une année, noisetier, d'ailleurs, le noisetier ne donne pas tous les ans pareil, c'est valable pour tous les arbres fruitiers, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Il y a certainement une vidéo que je ferai sur les arbres fruitiers, j'en refais tous les ans.
Les arbres fruitiers ne donnent pas tous les ans la même quantité. Il y a des années en plein, des années en creux. Enfin voilà, il faut comprendre un petit peu comment fonctionne un fruitier. Mais c'est jamais toujours pareil. Ce qui fait qu'en avoir plusieurs de variétés différentes te permet de régulièrement d'avoir toujours quelque chose, quoi qu'il arrive là cette année. Il a plu beaucoup cet été. Et donc du coup, les noix, c'est un peu pourri. Mais voilà, c'est pas dramatique parce que voilà, les châtaignes n'ont pas l'air mal. À voir pour les glands, j'ai pas été voir. Voilà un petit peu. Mais toi, ça c'est des ressources assez abondante en définitive, que tu trouves relativement facilement. À un moment j'ai fait quoi? Attends, j'ai dit 1, 2, ouais c'est ça, 1, 2, 3, et puis en quatrième, eh bien, on va avoir bien entendu tout ce qui est haricots et pois. Alors qui ont une particularité, c'est que un peu moins le pois, mais quand même vachement plus les haricots. Alors là tu peux faire ça quasiment à l'année, pratiquement 10 mois sur 12. Parce que tu as commencé avec les pois, tu continues avec les haricots et tu reviens avec les pois pour finir la saison, tu vois un petit peu. Donc ça reste relativement simple. Inconvénient du haricot quand même, c'est qu'il est relativement sensible aux limaces. Donc faire attention, voilà, quand on les met, peut-être il y a plein de petites astuces que j'ai données justement sur Telegram et par email si tu es abonné, des astuces que j'ai déjà livrées par rapport à ça, pour justement ralentir la progression des limaces sur cette plante. Il y a plein de petites combines que je mets en place. Après, à toi d'en tester plusieurs. Et puis, voilà, selon ta région, il y en a forcément une qui fonctionnera. Moi, je l'ai généralement en tout début de saison, quand la limace est encore assez présente, je les laisse, je fais des levées hors sol. Et après, je vais les repiquer en pleine terre. Et comme ça, ils sont assez hauts, les limaces ont tendance à bouffer que le bas et à pas trop s'emmerder avec le reste. Voilà, tu vois, c'est une astuce comme une autre. Avec les pois, j'ai jamais eu trop de problèmes. Je sais pas pourquoi, les pois ça t'intéresse pas. Je sais qu'il y a des endroits, il y a des gens, des jardiniers, où dès qu'ils foutent des pois en terre, les limaces les dégomment en 3 secondes. Moi c'est pas mon cas, mais bon. Pour dire, tu vois, c'est assez variable d'une région à une autre. Voilà un petit peu. Et puis, parce que ça c'est pareil, toi, pois et haricots, tu fais des lignes et des lignes et des lignes, et je vais dire, tu as de la quantité, tu comprends un petit peu. Surtout si tu fais du nain, voilà. Le rame est un peu différent. Il y a ces deux variétés, il y a haricots et pois rame, haricots et pois nain. Et après là-dedans, tu as une multitude de possibilités. Dans les haricots, tu as les extra fins, les machins, les jaunes, les haricots secs, haricots écossais, les extra plats, les mange tout. Ça, c'est ma chaîne qui a vu quelqu'un. Voilà, mais ça change rien si tu veux. Après, c'est sur des variétés différentes, d'accord. Mais bref, c'est tout. Donc, tu fais des lignes complètes. Ça se met en conserve sans problème. Si tu fais des haricots secs, ça se conserve aussi sans problème. Et pour finir, donc voilà, tu vois, ça permet encore une fois d'avoir des variétés à l'année. Et pour finir, par rapport à l'été, ça te donne différentes possibilités à l'année. Tout ce qui va être courgettes, j'ai envie de te dire même courges, tout ce qui est pâtisseau, potiron, machin, tous ces trucs-là, qui sont assez productifs à partir du moment où tu ne les tailles pas. Alors je parle pour ceux, tu sais, tu as 2 variétés là-dedans, tu vas retrouver les buissonnants, donc ceux qui feront un buisson puis qui vont donner à chaque fois, alors ça c'est souvent les courgettes qui sont comme ça. Et puis tu as les rampants, ceux qui font une liane, ni plus ni moins, dans laquelle à chaque fois il y a des fleurs qui vont s'apparaître et puis ça traîne de partout et ça en fait. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de jardiniers qui te diront faut les tailler parce qu'il faut laisser 1 ou 2, après ça dépend des écoles, 1 à 3 fruits par pied. Oui tu peux, et c'est vrai que le faisant comme ça permet d'avoir des fruits un peu plus gros, mais tu peux par exemple ne toucher strictement à rien et donc tu vas avoir une quantité de fruits dessus qui vont se mettre. Alors forcément ils ne sont pas forcément tous très 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 gros, voire même ils seront tous quand même relativement moyen petits, mais ça t'en fait une grande quantité. Donc en définitive, et puis tu sais, ça dépend si tu es famille nombreuse ou pas, mais bon, si vous êtes peu à la maison, je trouve que d'avoir des petits fruits pour les cucurbitacées, c'est loin d'être bête, ça évite de gâcher. Toi tu l'ouvres et puis le temps que tu consommes l'intégralité, c'est déjà moitié pourri, tu vois, enfin bon bref. Donc c'est pas si con que ça de le faire comme ça, et moi j'aime mieux le faire comme ça, donc je laisse traîner, je ne m'amuse pas à le tailler. Et puis je t'avouerai que fondamentalement j'ai pas le temps, donc je ne m'amuse même pas à y faire. Donc voilà, ça prend, ça se met, généralement je l'accroche à un moment donné quand je vois que ça rentre sur les terrains. Mais encore une fois, tu vois, c'est quelque chose qui fait des grandes quantités, dont une partie tu peux quand même commencer à les consommer pendant l'été. Et là je te parle essentiellement des courgettes, mais une autre partie qui sera parfaitement consommable à partir de l'automne et tout l'hiver jusqu'au même au début du printemps. Pour les variétés les plus longues en conservation. Il y en a quelques-unes qui rentrent dans ces d'ailleurs le gros jaune de Paris en fait partie comme variété, mais il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres. Voilà un petit peu, tu vois, avec tout ça, ça te permet de pouvoir d'avoir des quantités de bouffe, tu vois, assez importantes.
sans vraiment être très compliqué. Alors oui, je sais, les cucurbitacées sont aussi sensibles aux limaces. Pour faire pareil, si c'est le cas, installe-les vraiment quand ils sont assez importants, mets-les dans ce cas-là, en attendant, quand tu les lances dans des pots assez gros pour les laisser bien se développer. Et après, tu les mets en terre, te casse pas. Une fois que les tiges sont bien développées, les limaces, elles vont pas aller trop se prendre la tête avec ça, c'est trop rugueux, tu vois. Et puis au moins, c'est parti. Les courgettes, fais au moins 3 sessions sur la saison complète pour toujours avoir une production un peu plus intensive. Après, c'est des légumes qui demandent pas mal d'eau, donc peut-être qu'il y a des régions dans lesquelles c'est pas forcément ce qu'il y a pu indiquer. Néanmoins, je vais finir là-dessus. Ce que je t'ai donné, c'est une liste, je pense que tu l'as compris, on pourrait rester des heures et des heures à discuter autour de cette liste. Toi, tu me dirais, ouais, mais tu as oublié ça. D'ailleurs, n'hésite pas dans les commentaires, si vous avez des suggestions, les 5 légumes à suggérer, mettez des listes. Et vous verrez après, tous ceux qui auront mis des listes, qu'il y a des choses qui ne sont pas inintéressantes là-dedans et qui correspondent en plus à des terroirs. Parce que moi, tu vois, je suis en Ile-de-France. Là, le terrain, il est en Ile-de-France. Habituellement, je fais aussi des vidéos où je suis en Belgique. J'ai un peu 2 endroits différents. Bon, mais il y a des personnes qui vont peut-être être en Bretagne, d'autres qui vont être en Aquitaine, d'autres, je sais pas, dans les Bouches-du-Rhône, tu vois, un petit peu, d'autres à l'étranger en plus, tu vois. Voilà. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des habitudes, des éléments, si tu veux, sur lesquels on va te mettre des listes, qui diffèrent complètement de ce que je suis en train de te dire. Parce que la région s'y prête pas, parce que c'est pas l'habitude culinaire du coin, parce que tu comprends. Tiens, le melon, toi, j'ai pas pensé, il y a des régions qui me diront, bah non, nous, ce qu'on fait, c'est du melon en grande quantité, parce que voilà, le melon, ça va très vite, c'est rampant, et c'est vrai en plus, et c'est productif, c'est très productif, et en plus, c'est prêt très rapidement. Parce qu'un melon, tu n'es pas obligé de l'attendre qu'il soit très très énorme, tu peux l'avoir tout petit, et ça te fait tous les jours un melon que tu peux bouffer si tu mets une dizaine de pieds, tu vois, et ça va vite, hein. Donc tu vois, mais encore une fois, le melon, ça prête pas à toutes les régions, surtout en pleine terre. Moi, le melon chez moi, il est productif vite fait, tu vois, c'est pas trop la région pour. Alors oui, tu peux plein de trucs, tu sais. Tu peux en mettant des installations, des machins, des bordels, mais j'ai pas envie de me casser la tête avec ça, parce que j'ai d'autres cultures. Et moi, je suis dans un état d'esprit, dans une philosophie d'un potager sans prise de tête, tu vois. Mais on peut se prendre la tête, effectivement, mais moi, c'est pas dans mon délire. Parce que, encore une fois, j'ai d'autres trucs à faire, machin, et je veux un truc productif où j'ai pas à m'en occuper. Et toute ma stratégie est vraiment là-dessus. Donc ça passe aussi par des trucs peut-être voilà, pas super sexy, mais en même temps, ça fait de la bouffe. Moi, c'est ça que je vois. Donc le melon, oui, je pourrais, mais c'est pas la région. D'ailleurs, voilà, on parle du melon des Charentes, on parle du melon de Cavaillon, mais on parle pas du melon de Provins. Non, on est d'accord, hein, on parle pas de ça. Parce que c'est tout con, ça pousse pas bien par chez moi. Voilà un petit peu, tu vois, c'est pas la région du melon, tout simplement. Par contre, il y a la carotte de Meaux, tu vois, dans mon coin. Voilà. La différence, ça va être des petits. Donc voilà, il y a certainement des variétés dans ton coin qu'on fait et qui sont super abondantes et qui poussent. Donc n'hésite pas à faire des listes et puis à les mettre. Voilà un petit peu, et puis c'est tout ce que j'avais à dire, je te laisse là-dessus. Sur cette vidéo, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.